Alors moi, c'était pour moi un peu le magazine ultime, quoi. Tu vois, déjà, je comprenais pas le titre. Je Mad Movies, alors, tu vois, j'étais une tâche en anglais, j'étais tout petit. Après, j'avais fait des recherches, j'ai fait Mad, ça veut dire fou, ok. Et après, j'avais Movies, je savais pas que ça voulait dire film. Et je pensais que c'était. Ça venait du verbe to move, bouger. Je me disais, ah, les fous qui bougent. Je dis, oh, c'est super comme titre de magazine, tu vois, les fous en mouvement, quoi. Ah, je voyais des hordes de fous qui. Ah, c'était vraiment pour moi, et du coup, je trouvais que c'était super symbolique du canard, comme ce que tu te dis, ah, ça va être fait par une bande de timbrés qui doivent éructer dans les rues en sortant du boulot. Ils sont fous, ces mecs, regardez les films qu'ils regardent. Donc, donc voilà, c'était quoi la question? En 2001, en mai 2001, c'était donc la même équipe qui reprenait les rênes, enfin qui continuait plutôt son travail. C'était Damien Granger qui était le jeune rédacteur en chef, épaulé par Vincent Guignebert qui était le secrétaire de rédaction depuis de nombreuses années. Il y a eu beaucoup de bruits qui ont couru, mais c'est invraisemblable d'ailleurs, mais il faut savoir que lorsque je suis arrivé pour reprendre l'équipe, enfin les Mad Movies et son équipe, Damien Granger, qui était donc le rédacteur en chef en titre, je ne sais plus si c'est 3 semaines ou un mois après, peut-être un mois après, m'a dit j'ai envie de partir. Ah, je tombe des nues, je comprends pas, je dis mais est-ce que tu es bien sûr, tout se passe bien, moi je suis très content, j'ai fait ta connaissance, ça se passe très bien. Donc, mais il avait envie de partir, il m'a dit mais si, j'explique, ça fait plusieurs années que je fais ça, et j'ai envie d'écrire des bouquins, j'ai envie d'écrire des scénarios, donc j'aimerais donner une autre orientation à mon activité, parce que je tourne un peu en rond. Voilà. Ça faisait peut-être plusieurs mois que j'avais le sentiment de faire le travail du rédacteur en chef et de ne pas être crédité. Je me suis retrouvé dans la même situation que Marc Toulek avec JPP. C'est-à-dire, il y a un moment, on fait le travail, mais on n'est pas crédité pour le travail qu'on fait. Damien, ça faisait longtemps qu'il était rédacteur en chef et il a toujours été nickel sur son travail de rédacteur en chef. Je pense qu'avec l'arrivée de Gérard Cohen, c'était aussi un choc pour lui. Bon, après, j'interprète parce que j'ai pas vraiment discuté de ça avec lui, mais je pense qu'il était peut-être plus jeune avec moins d'expérience pour encaisser le choc d'un changement de patron. À l'époque, j'ai nommé tout de suite, au pied levé, Vincent Guignebert, qui a avancé d'un pas, qui a dit moi, je veux bien prendre le job. Bon, et donc, je dis bah, pourquoi pas, tu connais bien Mad Movies, ça fait 10 ans que tu travailles dedans, donc c'est à toi qui va faire le job. Bon. Et Damien est parti. J'ai dû faire 4 ou 5 couvertures. Je crois qu'il y a eu La Planète des Singes, il y a eu Final Fantasy. Moi, je me suis battu pour que ça soit Final Fantasy. En couverture, il y a dû avoir Lara Croft, La Momie. Je me souviens bien de la fin, hein. Je me souviens du début, je me souviens bien de la fin. Il y a dû avoir le Spielberg. Et il y a eu... ça a clashé, je crois, parce que moi j'en avais ras-le-bol du Seigneur des Anneaux. Fin 2001, début 2002, il y avait le premier Seigneur des Anneaux, il me semble. Ça a été une révolution, malgré tout. Je voulais pas faire le Seigneur des Anneaux, ça me gonflait, d'autant qu'on n'avait pas vu le film. Et évidemment, c'était totalement irresponsable de ma part, parce qu'un rédacteur en chef, il fait pas ça. Bon, là, je me suis aperçu que moi, j'en avais rien à foutre d'être rédacteur en chef, en fait. Parce que ce qui m'intéressait, c'était d'avoir fait le hors-série Carpenter, d'avoir quand même modifié assez en profondeur l'aspect même de Mad Movies, c'est-à-dire le passage au mensuel, qui était un gros boulot pour tout le monde, mais que à la tête d'une rédaction où il fallait absolument assumer le fait de mettre un film
dont on se fout en couverture, tout ça, moi ça me plaisait pas. Donc c'était beaucoup mieux qu'on se sépare. Et Damien qui continue à suivre de loin de loin et de près le magazine, parce qu'il le lisait naturellement tous les mois, je le rappelle et je lui dis écoute, voilà, est-ce que tu voudrais pas quand même repiquer sur Mad Movies, j'ai besoin de toi. Bon. Et il est revenu. Et ça a duré pendant plusieurs années. C'était plus pour répondre à des envies personnelles de rédaction, j'ai envie de dire, de ma part et des rédacteurs qui étaient là à ce moment-là, à savoir Vincent Guimbert, Rafik Djoumi et Stéphane Moïsakis, parce qu'on avait tous nos goûts personnels qui faisaient aussi qu'on était très diversifiés, plus que pour répondre à une attente du lectorat. Et heureusement, coup de bol, le lectorat a suivi. En fait. Et c'est même agrandi parce qu'on a diversifié le magazine tout bêtement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a rattrapé des gens qui aimaient avant tout le cinéma asiatique. Et puis on a rattrapé des gens qui aimaient avant tout l'animation. Et ainsi de suite. Et ensuite, il a diversifié encore plus suite à un sondage qu'on avait fait auprès des lecteurs avec Gérard. Et dans 98% des réponses, à chaque fois, à quel magazine achetez-vous tous les mois avec Mad Movies, j'avais comme réponse Première ou Ciné Live. Et ça m'avait un peu irrité. Et je me dis, mais pourquoi? Tu vois, il m'aurait répondu le F encore, l'écran fantastique. Je me serais dit, ok, Première et Ciné Live, mais pourquoi? Et là, je me suis dit, ok, et ben on va faire un peu de Pixar aussi alors. Parce que mine de rien, on aime ça, Pixar, nous, à Mad aussi. Tu vois, enfin, l'équipe actuelle, on aimait ça. Et je me suis dit, ben on va en mettre. En fait, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il faudrait ajouter encore à Mad pour que ces 98% de gens qui ont répondu au questionnaire se contentent de Mad Movies et n'achètent pas pour autant à côté Première et Ciné Live tous les mois. Non pas que je voulais piquer du lectorat Première ou Ciné Live, mais je me disais, s'ils achètent ça à côté, c'est qu'il manque encore des choses à Mad. Alors bien sûr qu'à Mad, on n'avait pas ajouté de la comédie, du drame ou du film d'auteur par contre. Mais qu'est-ce qui pouvait y manquer? Rétrospectivement, je dirais que Mad a un peu souffert du syndrome wannabe Starfix. C'est-à-dire qu'effectivement, les rédacteurs de l'époque, à mon sens, voulaient faire une espèce de nouveau Starfix, avec une ouverture éditoriale extrêmement large, et avec la volonté comme ça de miser sur des auteurs et avec un positionnement politique assez fort, etc. Ce que Mad continue à faire, mais c'est vrai que là c'était prononcé de manière parfois extrêmement violente, mais c'est plutôt, voilà, encore une fois, c'est plutôt stimulant, ça peut être agaçant ou drôle, mais en même temps, ça provoque toujours quelque chose, c'est le principal, qu'il y ait une réaction derrière, après tout ça, quoi. C'est vrai que j'amenais dans Mad des 4 pages avec des meufs à poil et des monstres en caoutchouc derrière, dont il n'y avait même pas de 10 lignes sur Internet, parce qu'il y a cette concurrence aussi d'Internet. Et c'est vrai que du coup, c'est ces pages-là qui faisaient la différence. Et le fait qu'on soit très diversifié. Et donc, comme quand toute la presse à respectacle s'est cassée la gueule, Première, Ciné Live Studio ont perdu 20%, nous on a pris 10% en vente. Et là, Gérard n'en revenait pas. 2 ans plus tard, même combat, tout le monde repère 20%, on prend rien, mais on perd pas non plus. Et je pense que, et là on est passé devant Studio. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est de continuer à traiter une série B ou une série Z sur 2 ou 4 pages comme n'importe quel autre film, et aussi d'avoir un contenu qui était vraiment à ce moment-là très diversifié. Après, comment est-ce qu'on a fait pour captiver le lecteur à ce point, alors que c'est vrai que le lectorat de Mad était avant tout très Mad? Ça, j'ai pas la réponse, mais je suis ravi que ça soit passé, en tout cas que ce soit arrivé. Ouais. Tu vois, moi, à Mad, j'étais un peu connu pour être justement celui qui aime tout, alors que les autres n'aimaient rien, quoi. Tu vois, moi, quand je mettais 6 à des tours mortels, ils me regardaient tous, genre, mais qu'est-ce que t'as dans la tête, quoi. Et voilà. Donc, tu vois, moi, j'étais plutôt le mec qui mettait des notes cool au film que personne aimait, donc... Et c'est ça qui plaisait un peu à Damien, parce que ça venait un peu contrebalancer avec les autres zouaves de l'époque qui étaient des plus intégristes que moi. Et, donc il avait aussi besoin de l'avis d'un rédacteur beaucoup plus ouvert que les autres. Donc j'ai jamais... Tu vois, je me suis fait beaucoup huer, moi, quand je défendais Jonathan Liebesman en disant que ça allait être le prochain Carpenter. Et même maintenant, je le regrette, parce que ça, j'avoue, c'est pas le cas. Mais moi, j'étais tellement conquis par Darkness Falls, mais tu vois, là, je me suis fait vanner, mais comme jamais. Alors, tu vois, j'étais seul. Mais c'est mortel, ce mec, il est mortel. Ouais, mortel et tout. Je suis le premier à dire, putain, les films de merde après, mon gars. Moi, je déteste Massacre à la tronçonneuse et World Invasion, quoi. Donc, tu vois, mais non, je joue pas de... J'ai jamais été vraiment méchant, en plus, moi, dans Mad, quoi. Vraiment. Vanneur, quoi, mais il y avait bien meilleurs vanneurs et hardcore vanneurs que moi dans la revue, quoi. Whenever one of them lost a tooth, they would bring it to her in exchange for a gold coin, earning her the name, the Tooth Fairy. But when 2 children didn't come home, they blamed Matilda, and they hanged her in the light.
au bout de toutes ces années, je commençais à tourner un petit peu en rond. Je trouvais moi-même que je faisais plus aussi bien qu'avant, en fait, tout bêtement sur la fin. Donc ça commençait à m'embêter parce que j'aime pas trop ce genre de truc. C'est autant s'arrêter quand on commence à mal faire les choses, tout bêtement. Mais par contre, je trouvais encore personne pour me remplacer à ce moment-là. Autour de moi, dans la rédaction, je voyais vraiment personne qui aurait et la cinéphilie et le charisme nécessaire pour prendre ma place. C'est-à-dire que j'aurais bien pensé à Stéphane à un moment, mais déjà quand je rentrais de la FM, qu'il avait pris ma relève pendant 10 jours, il me disait Dame, l'an prochain, tu penses pas à moi, j'en peux plus, tu trouves quelqu'un d'autre. Puis bon, finalement, il le refaisait. Mais bon, bah voilà, déjà rien que sur 10 jours, le pauvre, il se trouvait un peu débordé, donc je me disais bof. Et puis tout d'un coup, j'avais Fausto en stage. J'ai fait un stage assez court, puisqu'il faisait 3 semaines. C'était en décembre 2003. Et puis ensuite, Arnaud Bordas, qui était à l'époque secrétaire de rédaction, a souhaité quitter le secrétariat de rédaction. Là, on a lancé carrément une petite annonce dans le courrier des lecteurs. On a reçu plus de 2400 candidatures. C'était un cauchemar à éplucher. Le dossier avec Arnaud, on n'en pouvait plus. Et puis tout d'un coup, Fausto, à qui je comptais proposer d'être pigiste cette année-là, était de passage sur Paris, est venu me voir et m'a dit « Dame, le poste m'intéresse ». Voilà. Et je lui ai dit « Ah bon, mais t'es prêt à tout quitter à Nice parce que là, t'es obligé d'être sur Paris, tout ça ». Il me dit « Oui, pas de problème ». Et je me souviens, un après-midi, en fait, j'étais en Italie et j'étais en train d'acheter, c'est marrant, j'étais en train d'acheter Nocturno, en fait. Et là, j'ai Damien qui m'appelle et qui me dit, bon, bah écoute, tu fais quoi la semaine prochaine? Je fais, pourquoi? Il me fait, bah parce qu'on te prend. Et donc là, du coup, j'avais une semaine pour préparer mon départ sur Paris. Et puis, hop, j'ai trouvé une chambre de bonne dans le 16e et je suis monté avec ma valise et voilà comment ça a commencé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, en décembre 2005, Alexandre Bustillo est venu me voir en me disant on travaillait sur des scénarios ensemble. Et il me dit il y a ce scénario auquel je crois énormément, Dame, faut qu'on y aille, blablabla. Il n'est pas venu me voir le bon mois, puisque ce mois-là, je faisais un documentaire avec Didier Alouche pour Canal+. Je supervisais un hors-série, je ne sais plus lequel. Je finissais le numéro de décembre de MAD et je préparais le numéro de janvier pour qu'on passe un minimum de vacances entre Noël et le 1er de l'an pour une fois tranquille. Je n'en pouvais plus, je crois que ce mois-là, tout le mois, j'ai dormi 3 heures par nuit. Donc Alexandre, quand il est venu me voir, je lui ai dit « Ouais, moi aussi j'y crois, je te freine, vas-y ». Donc il était un peu dégoûté, il y a été. Et puis 2 mois après, il vient me voir, il me fait « Dame, mortel, mon film est signé, je le fais avec la fabrique de films, tout ça ». Et je me suis dit « Bah merde alors, enfin, tant mieux pour toi, mais bah merde alors, depuis le temps qu'on en rêvait, bah tant mieux, c'est arrivé pour toi, mais maintenant je crois qu'il faut que je réfléchisse différemment ». Et donc je me suis renseigné un petit peu de ce qui se passait, on m'a parlé un petit peu de cette personne qui est arrivée à Canal+, Manuel Alduy, qui est un fan de MAD et du genre depuis des années aussi, qui a commencé comme nous en tant qu'ado à regarder ces films-là, à lire MAD, qui avait envie d'en faire, et je me suis dit bah c'est le moment, quoi, faut y aller. T'as trouvé le gars pour te remplacer, il est enfin en train de se passer quelque chose autour du cinéma de genre en France, c'est le moment. Et en plus c'était un chiffre rond pour ma partie de rédaction en chef à MAD, donc c'était parfait, quoi. Lui me sentait capable en fait de pouvoir m'occuper des 116 pages mensuelles et moi pas du tout, mais il a su me convaincre, il a fait 2 numéros avec moi, le numéro d'été et le numéro de rentrée, donc c'était le numéro de juillet-août 2006 et le numéro de septembre 2006. Où on a fait les numéros ensemble, où j'ai fait un chemin de fer, il est repassé dessus, et on a discuté, et puis voilà, il avait entièrement confiance en moi. C'est vrai que Gérard avait confiance en Damien, et du coup, il a cru, alors la décision de Damien de me nommer rédacteur en chef, donc il a cru par ricochet en moi, et puis voilà, ça s'est bien passé. J'ai eu super peur, j'ai repris le flambeau en essayant de continuer l'entreprise initiée par tous les rédacteurs en chef de MAD, qui m'ont précédé, quoi. La force de Mad Movies a toujours été de rester sur un créneau, un seul, comme Rock & Folk, qui est un journal qui existe toujours, et de le tenir très bien. Et puis après, comme Rock & Folk, par moments ils sont un peu réac, je trouve, un peu passéistes, un peu réac, par moments ils sont un peu complaisants, et par moments ils sont très ouverts, ce que je trouve le cas en ce moment. Je ne parle pas ouvert sur les cinémas, je parle ouvert dans leur créneau. J'étais ravi que Amer soit plébiscité par Mad Movies, parce que c'est un film qui allait pour et les contre, et je trouve que c'est plutôt bien même que Mad Movies soit pour que contre. Je serais ravi, enfin Innocence, je pense que c'est un film qui plébiscite aussi. Bon voilà, c'est mieux de défendre ces films-là dans cette revue que de les dégager sous prétexte qu'ils ne correspondent pas à la mode du moment. Voilà. Donc on a programmé en fait une soirée carte blanche à Mad Movies cette année à Hallucination Collective, pour la simple bonne raison que Mad, on le lit depuis toujours pour la plupart d'entre nous, quoi. On a grandi avec Mad a forgé notre culture cinématographique déviante. C'était évident en fait qu'un jour ou l'autre on aurait à les rencontrer pour leur proposer une carte blanche, voilà, comme on dit, c'est-à-dire qu'on choisirait un film. Mad, c'est un peu le seul bastion, enfin les derniers bastions
qui parle du cinéma qu'on aime, en tout cas en France. La presse écrite va pas très bien, et Mad, c'est un des rares magazines qui fonctionne encore très bien, parce que simplement ils parlent d'un sujet de niche, ils en parlent bien et depuis longtemps, ils ont su se créer une fidélité auprès du public, ce qui fait qu'aujourd'hui on les suit et on est content de les avoir, quoi. Une des plus grandes fiertés, ça a été de faire la couve de Mad avec à l'intérieur, quoi. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que pour tout te dire, tu vois, chez moi, j'ai pas d'affiche à l'intérieur, au mur, mais j'ai la couve de Mad, tu vois, qui est encadrée, quoi. Tu vois, c'est à titre d'exemple, c'est-à-dire que vraiment, tu vois, je pense que, enfin, tu vois, quand on l'a eu entre les mains, on a fait oh putain, incroyable, quoi. Incroyable, notre film qui est en couverture de Mad Movies, quoi. Donc c'était ouais, ça c'était une vraie fierté, parce que comme je t'ai dit, moi Mad il m'accompagne depuis que j'ai 7-8 ans, donc c'était là, ouais, vrai sentiment encore plus fort que, tu vois, que quand j'ai vu les affiches du film dans la rue et tout. Tu vois, je me suis dit, ça y est, on fait partie du truc, quoi. Là, vraiment, on fait partie du système, on est rentré dedans, quoi. Et c'est comme un vrai rêve, quoi. J'ai connu Mad Movies quand j'étais presque un enfant. Peut-être j'avais 13 ans, 14 ans. Et j'ai trouvé Mad Movies dans une librairie en Espagne, près de chez moi. Et quand j'ai vu le magasin, j'ai resté complètement choqué. C'est quoi ça? Parce qu'en Espagne, il n'existait pas de magasins comme ça. Alors c'était en français, moi je parlais français, alors j'ai rapidement acheté le magasin. Et c'était une histoire d'amour pour moi, parce que de ces moments-là, j'ai chaque mois acheté Mad Movies. Pour presque un enfant qui aimait le fantastique et qui avait envie de découvrir des choses et tout ça, Mad Movies, c'était un peu la Bible. C'était comme la porte ouverte vers un monde fantastique que j'adorais. Et c'était peut-être la seule manière que j'avais de contacter avec ce monde en Espagne. Il existait à ce moment-là de magasins et tout ça. Et c'était la seule façon. Donc pour moi, a été vraiment, vraiment très important. En fait, tu fais un film de genre aujourd'hui, c'est du direct ou DVD, c'est à coup sûr. C'est pour ça que tous les réalisateurs de genre français, ils ont les boules, parce que leurs films sortent dans une salle, dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des cas, quoi. Mais Mad a su s'adapter à ça. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, quand je repense à moi il y a 35 ans, aujourd'hui, tu achètes Mad Movie avec le DVD du mois de Mad, c'est le film qui a obtenu le Grand Prix à Gérardmer 4 mois avant. C'est totalement délirant. C'est-à-dire qu'avant, on ne fait pas que de te parler du film dans Mad, qui a eu un prix à Gérardmer, on te le donne en plus, on te le propose en plus. Alors quand Fausto est arrivé, il a recentré le magazine un petit peu plus sur le fantastique, l'horreur, tout ça. Son truc à lui, c'était plus de faire une sorte de Fangoria français. Et en effet, il y a des gens qui se sont plaints. Mais ça, c'est le côté ultra paradoxal de Mad, de son lectorat, tout ça. C'est-à-dire que quand j'arrive, on se plaint qu'il y ait trop de blockbusters en couve, alors qu'il y en avait encore plus avant. Mais en même temps, ma période fonctionne bien en termes de vente. Et puis les gens s'y habituent. Et puis Fausto revient enfin à ce que soi-disant les lecteurs attendaient de Mad, et en effet ils se plaignent. Alors, de toute façon, c'est ce qu'on se disait récemment avec quelqu'un, c'est qu'un fan n'est jamais satisfait, de toute manière. C'est un peu le principe du fan, c'est de ne jamais être satisfait. Donc déjà, faut pas leur en vouloir, c'est comme ça, on l'est nous aussi. Mad Movies continue à parler du fantastique de la manière dont les spectateurs, disons entre 15 et 25-30 ans, s'approprient le cinéma fantastique ou de science-fiction ou d'horreur en général actuellement. Donc pour les gens de ma génération, on est un petit peu décalé forcément, parce que c'est pas tout à fait le même langage, ni la même référence. Mais en même temps, c'est exactement cette ligne-là qui a été tenue. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Parce que le gore a toujours été un problème pour Mad. Le gore répugne la plupart des gens. D'accord. Voilà, si Mad n'a jamais augmenté ses ventes à une époque, c'est parce que
parce qu'il y avait beaucoup trop de gore dans le magazine, c'était trop dégoulinant, et beaucoup de gens aiment le cinéma fantastique, aiment la science-fiction, mais des photos gore en double page, ça les répugne, donc le magazine, pour eux, c'est de la charcuterie, de la boucherie, ils n'en veulent pas. La ligne éditoriale, elle évolue forcément en fonction des films qui nous sont montrés chaque année. Donc c'est vrai que quand tu as une année qui est chargée en blockbuster, où il n'y a même que ça, c'est très difficile pour un magazine comme Mad, qui est lié intrinsèquement à l'actualité, de couvrir sur autre chose. Alors après, il y a toujours la possibilité effectivement de jouer un petit peu la contre-programmation, si je puis dire, et au lieu de céder, si tu veux, aux sirènes du blockbuster, mettre un plus petit film. C'est quelque chose que, humblement, en tant que rédacteur en chef, quand je peux le faire, je le fais, quoi. Quelque part, quand j'ai choisi Fausto, c'est aussi ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire qu'il amène à Mad Movies, ça touche à lui, sa façon de voir les choses. On ne peut pas demander à quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre de lui ressembler. C'est pareil, quand Mark Tulek m'a proposé sa place, il espérait que je le fasse à ma manière. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il me l'a proposé. Donc, Fausto a décidé de le recentrer sur le fantastique parce que c'est aussi ce qui est revenu un petit peu à la mode ces derniers temps, le fantastique et l'horreur. Il a choisi d'arrêter la diversification que j'avais amenée. Ce qui fait que moi personnellement je m'y retrouve un peu moins dans le magazine, mais par contre c'est son choix, personnellement je le respecte, et je pense que malgré tout s'il a fait ça, c'est aussi parce que tout comme moi à l'époque il suit une tendance, une mode, et cette nouvelle génération qui je pense demande ça avant tout. Ouais. Comment ça évoluera par la suite, je sais pas, mais on retrouve sur le net aussi cet état d'esprit sur des blogs, des sites, cette manière d'aborder le cinéma et les films dont on parle. Mad a sûrement aidé à ça. On dirait que là, en ce moment, on revient à... Enfin, certains tentent de revenir au fanzine papier, un peu lassés peut-être du webzine ou des choses comme ça, peut-être parce que noyé sur la toile, finalement, ce qui est très facile à fabriquer et à diffuser, finalement n'est pas vu et ne se stocke pas, ne se conserve pas, et est noyé dans un flou permanent. Je pense qu'il y a un retour du fanzine aussi, parce que tout bêtement, il y a une place à prendre. Et il y a peut-être aussi des gens qui nourrissent une sorte de désir secret, de se dire peut-être qu'un jour aussi, ça pourrait devenir comme l'Écran Fantastique ou Mad Movies, c'est-à-dire devenir professionnel. Il y a 2 ans, on a lancé un petit rendez-vous modeste, les Minutes de l'Opéra. Donc c'était un petit rendez-vous tous les 15 jours à minuit le samedi. On a contacté Mad Movies, qui était le partenaire idéal et rêvé pour ce rendez-vous, pour nous aider dans la programmation, et puis aussi pour nous, tout simplement, être un vrai volet de communication auprès de la communauté qui aime les films qu'on voulait défendre. Et donc c'était il y a presque 2 ans. Et là aujourd'hui on se retrouve à accueillir un festival avec une programmation réellement ambitieuse. Et ça nous fait vraiment très très plaisir de voir autant de gens mobilisés dès la première soirée pour venir apprécier ce festival. Parce que le fantastique actuellement dans les salles n'est pas forcément celui qu'on voudrait qu'il soit, malheureusement. Beaucoup de films ne trouvent pas le chemin des salles. Ou alors il faut toujours que ce soit toujours le même type de production, malheureusement. Donc le film que vous allez voir ce soir va trouver le chemin des salles à la fin de l'année, comme merci. Bon, pour le reste de la programmation, c'est pas sûr. Donc voilà, il y a cette ambition dans le Paris International Fantastic Film Festival dont vous parlez beaucoup mieux les organisateurs du festival. En tout cas, voilà, moi je voulais vraiment vous remercier d'être venus si nombreux. Je voulais remercier aussi tout simplement l'équipe du festival d'avoir continué cette aventure avec nous, d'avoir lancé ce festival ici. Et donc je vais appeler les 3 membres fondateurs. Donc il y a Cyril Despontin, Fausto Fazulo et Gérard Cohen qui va commencer à vous parler. Là où l'esprit Mad est resté, c'est certainement dans sa manière de parler sérieusement de films et sans se prendre au sérieux, d'avoir toujours cette distance un petit peu salutaire par rapport au genre, de ne pas avoir un ton condescendant ou supérieur au film. J'ai toujours aimé le côté décalé du magazine. C'est un truc que le magazine n'a jamais perdu, quels que soient les rédacteurs chefs, quels que soient les angles, il y a toujours eu un décalage. J'espère qu'il va continuer à donner envie à des jeunes de s'y mettre, de faire des films dans leur jardin et pour plus tard être la relève, quoi. Même s'il y a plein de gens pour dire que des fois les blagues sont plus ou moins drôles, mais ça garde finalement le même esprit et ça défend de la même manière le cinéma, quoi. Ça m'a appris à faire des magazines, à la dure, à la Roger Corman. Voilà, avec pas de moyens, donc un magazine où je sais le faire. Ouais. Voilà, des frustrations aussi, parce que le magazine aurait dû être lancé plus appuyé financièrement, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais ça m'a appris à faire un magazine, ça m'a appris mon métier, oui.
C'est pas les mêmes gens, mais ouais, je pense que franchement, depuis le début, l'esprit est resté, quoi. C'est normal, un esprit fait un journal. Je crois que moi, je portais le journal, je le personnalisais. Quelqu'un à ma place fera autre chose, et ça ne veut pas dire que ça sera moins bien ou mieux, ça sera différent. Et à côté de tout ça, les films aussi sont différents et la manière de les appréhender. Maintenant, on célèbre beaucoup les effets spéciaux, les effets sonores. Il y a des tas de paramètres dont je ne me préoccupais pas quand je parlais du Médecin dément de l'île de Sang, un film philippin de 3e zone. L'époque est totalement différente, et un magazine, de toute façon, pour vivre, a besoin d'un tant soit peu d'institutionnalisation, de films reconnus, de gros films qui parfois sont un petit peu lisières entre le fantastique et le cinéma traditionnel. On est obligé de s'ouvrir. Moi je juge pas, il y a eu plusieurs périodes, et c'est très bien, mais dans le cinéma aussi il y a eu plusieurs périodes. On a vu l'évolution depuis les années allemandes du cinéma expressionniste, l'avènement de l'Universal pendant quasiment 10 ans, les films de la Monogramme ensuite qui ont un petit peu banalisé le genre, qui l'ont un petit peu perverti, ensuite les années de la Hammer Film et du cinéma britannique, parce qu'il n'y a pas que la Hammer Film, il y a les productions Becker et Berman, etc. Ensuite l'Italie qui a repris un certain cinéma gothique, et puis voilà, et puis au Japon, il y a tellement de cinémas différents qu'on fait un magazine différent qui évolue et qui doit rester dans l'air du temps, parce qu'un gars de 18 ans aujourd'hui, il se moque de savoir qu'on a tourné le Golem dans les années 30 et c'est pas son truc, et qu'est-ce que c'est que ce truc, comme moi je traite des vieux classiques. Par exemple, le Dracula de Todd Browning, je le trouve fiéfément bavard, et le jeu de Bela Lugosi assez théâtral. Et bien ça, c'est la génération. Avant moi, il y a des gens qui le célébraient, qui disaient ça, c'est du cinéma.